Bienvenue à cette grande émission culturelle, l'e-culture. À la réalisation, nous avons Abdourahmane Ngom, donc assisté par Babacar Mbodj, Seynabou Keïta et Serigne Fallou Diong. Et nous avons comme invité de marque Maître Bara Diokhane. Maître Bara Diokhane est avocat de profession. Avocat de profession inscrit, diplômé de l'université de Dakar, devenu plus tard Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et ensuite avocat inscrit au barreau de Dakar en 1977, de 1977 jusqu'en 1996, et à partir de 1996, il est inscrit au barreau de New York. Et entre-temps, en 1995, il était chargé de mission pour le compte de l'État du Sénégal quand Diouf était, M. Abdou Diouf était président de la République, donc comme chargé de mission auprès de la Banque mondiale sur les questions de ressources culturelles, ce qu'on appelle maintenant les industries créatives et culturelles. Il est l'un des pionniers à porter le projet pilote des industries culturelles et créatives en 1995, tenez-vous bien. Et ensuite devenu, en 1999, il a été embauché au siège du Programme des Nations Unies pour le développement à New York. Et ensuite, de 2003 à 2005, il a travaillé avec le grand cinéaste Spike Lee sur les questions de contrat, de collection d'art, sur également la valeur de beaucoup de matériel là-bas. Et il a aussi travaillé pour le compte du Center for Law and Social Justice à New York sur les questions de programmes des sans-papiers. Et il a géré avec son cabinet la collection du talentueux et regretté Mor Faye, un grand artiste peintre que beaucoup de jeunes Sénégalais ne connaissent pas. Avocat de profession, passionné des arts et de culture, aussi il a taquiné donc la peinture, côtoyant avec beaucoup d'artistes, prenant en charge leurs questions sociales et professionnelles, et une exposition à New York qui a marqué certaines personnes en 2003, son exposition, et en 2010, il expose pour préparer Brooklyn Academy of Music avec 3 artistes africains à New York, un Nigérian, une Rwandaise, un Éthiopien. Finalement, il a travaillé avec d'autres artistes. Pourquoi il est invité aujourd'hui? Il est aussi réalisateur de films. Il a réalisé son premier film, ce que j'appelle un film patrimoine, et ce film retrace la cause qu'il avait défendue pour les avocats. Si les avocats et les magistrats sont protégés aujourd'hui, il va revenir là-dessus, sur cette cause, son conflit entre le juge et lui-même en tant qu'avocat. Et dans le film, un film vraiment culturel également, un film de mémoire, on a vu les images sur Joe Wakam, la cour de Joe Wakam, qui abritait aussi Agit Art, un laboratoire de réflexion. Je me rappelle Pierre Mamoudou, un opposant gabonais, était venu à Agit Art pour échanger avec les acteurs culturels du Sénégal. Et dans le film, les témoignages de Saoulou Cissé et Binta Cissé, Saoulou Cissé qui parle des archives, également du musée Théodore Monod, Binta Cissé, des témoignages également des prestations de Djibril Diop Mambéty avec son film culte, Tukibuki, entre autres également des témoignages de Maître Doudoudoy, Maître Pape Leyti Ndiaye, qui a été président de l'ordre des avocats. Mais Bara Diokhane, du droit comme avocat, à l'art
et la culture. Que représentent pour vous les arts et la culture, Maître Bara Diokhane? Merci Alassane de m'inviter à votre plateau. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. Connaissant votre intérêt pour l'art et notre intérêt mutuel pour l'art, je pense qu'il est facile de dire que je me remémore les mots du président John Kennedy qui disait que on peut connaître la meilleure façon de connaître la vitalité d'une civilisation, c'est de voir quelle est la condition de ses artistes. Que plus une société accorde de l'importance à la culture et aux arts, plus ça se voit dans la condition humaine de l'artiste. Au Sénégal, malheureusement, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont malheureusement pas pu avoir cette reconnaissance de leur importance dans la société, par la société dans laquelle ils vivent. Parce que si c'était le cas, je pense qu'au moins il y a des minima qui seraient assurés au point de vue de la santé, par exemple, la santé des artistes dans ce pays. On a eu beaucoup de cas, hein, des artistes qui, bon, à la limite, qui n'ont aucun soutien, on en a perdu beaucoup, hein, qui sont morts un peu trop facilement, tout simplement par manque de soins, manque d'éducation. Des fois, les médicaments, ils n'arrivaient pas à acheter leurs ordonnances. On en a connu plein qui sont morts un peu bêtement, quoi. Et donc, je pense que ça montre justement que peut-être qu'on n'a pas encore saisi l'importance de l'art et de la culture dans une société, que ce n'est pas simplement de l'amusement, mais l'art, la culture, c'est ce qui vraiment fait l'être humain, car c'est ce qui nous différencie. Cet acte de création qui nous différencie de l'animal, qui est dans des actes d'instinct. Donc c'est pour cela que ça fait partie de la vitalité d'une société. Je pense que plus l'art est respecté et protégé dans une société, plus cette société sera rayonnante. Absolument, absolument. Voilà. Il faut l'émergence de l'art, le développement de l'art, la promotion de l'art et le soutien de l'art pour que la société soit rayonnante. D'autant que, si vous me permettez, puisque je suis juriste, hein, y a quand même des conventions internationales qui parlent du droit à la culture. Donc c'est un droit humain, hein, parce que c'est codifié dans la législation internationale. Non seulement le droit à la culture, mais également le droit des citoyens d'avoir accès à la culture. Et donc, ce qu'il faudrait peut-être, c'est, quand on revient sur ces engagements internationaux, voir comment concrétiser cela, quoi. Comment organiser ce droit humain qui est le droit à la culture, donc le droit d'expression, libre expression, et le droit du citoyen d'avoir accès. C'est pour ça, dans certains pays, même les musées, il y a des jours où c'est ouvert au public, parce qu'il faut que le citoyen ait droit à l'accès à la culture. Et c'est pour ça que l'État n'est jamais vraiment absent, ne peut pas être absent de la culture, parce que dans une certaine mesure, les objets de culture peuvent être très chers. Qu'on se le dise, le marché de l'art implique des sommes assez importantes. Donc, n'est pas collectionneur qui veut, parce que des fois, ça coûte cher. Mais ça n'empêche que le citoyen a droit à jouir de la culture. Et que donc, ça doit être organisé. Il faut qu'on puisse voir des expositions, que les enfants soient exposés très tôt à différentes formes de culture, au cinéma, au théâtre, à la littérature, à la poésie. Mais que faciliter cela, je pense que c'est faciliter l'émergence d'une société qui est vitale, quoi. Absolument. Et le prétexte de notre rencontre aussi, c'est le film À mon avis. Ah. Pourquoi l'intituler À mon avis? Bon, parce que je suis devenu grand-père, donc il faut que je m'élève. Tu vois, c'est les contes de grand-père.
Et puisque tu as bien vu le film, qu'à la fin, il y avait mes petits-enfants. C'est comme je racontais, tu vois. Donc, c'est une sorte de conte, c'est une sorte aussi d'hommage à la langue Wolof, de titrer un film en Wolof. Et puis, j'aime bien le rythme de ce Amon Nafi, parce que voilà, ça rappelle notre enfance, les contes des grands-mères, de tout cela. Et en même temps, ça sonne un peu égyptien. Amon, c'est Yallah, quoi. Tu vois, c'est... ok, donc c'est pour ça que le titre, pour moi, c'est évocatif d'abord du conte de grand-père, parce que, comme vous avez vu, le contenu de ce film, bon, ça couvre presque 50 ans d'histoire. Hein. Quand le film commence en 1977, l'actuel président du Sénégal n'était pas né. Et donc, on remonte très loin. Enfin, ce n'est pas très loin pour nous. 77, c'est encore récent. Mais ça devient de l'histoire. 50 ans d'histoire dans un pays où le président a 40 ans. Je pense que c'est intéressant de revenir sur... Absolument. Que ça peut être utile, quoi. Absolument. Donc, et dans le film qui est très riche, parce que le film a été projeté au village des Arts Ngaparou, créé par un grand artiste praticien, Bassirou Sarr. Et le public a apprécié, et le public était composé d'intellectuels, d'acteurs culturels, de médecins, de pédiatres, ton ami Assad Ndiaye, d'intellectuels au niveau d'acteurs politiques, Amadou Tidiane Guiro, de Cheikh Antaïs, de panafricanistes, Aziz Salomon Fall, et d'autres femmes également. Et les gens ont apprécié le film. Et la question que je vous avais posée, le film pouvait être en deux phases. La phase d'avocat et la phase vraiment des arts et de la culture avec des figures emblématiques dans le secteur de la culture. Pour la première phase, la cause que vous avez défendue, voulez-vous revenir en résumé sur cet épisode? Bon, avocat, vous êtes retrouvé contre le juge. On dit, et ça a suscité même la création d'associations de jeunes avocats. Et au plan africain, votre initiative d'association de jeunes avocats s'est répercutée jusqu'à une fédération de jeunes avocats d'Afrique. Oui, bon, ça c'était certainement mon aspect syndicaliste, quoi. Quand j'étais étudiant, je représentais déjà à la fac de droit, je siégeais à l'Assemblée pour le compte des étudiants. Et donc, quand j'ai intégré le barreau, bon, déjà, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Et je sortais d'années de braise de l'université. Parce que 77, rappelez-vous, c'était une époque où pratiquement tous les ans, quand on était à l'université, chaque année, mois de mai, il y avait des grèves. On faisait des manifestations, surtout en mémoire de Omar Blondin Diop. 73, 74, 76, nous, chaque fois, c'était très chaud. Hein. Bon, donc, quand je suis arrivé donc, avec cette mentalité un peu rebelle, quoi, et que je vois qu'un juge veut me faire croire que je suis un auxiliaire de justice. Et moi, je n'ai jamais pensé que l'avocat est un auxiliaire de justice, ni auxiliaire du magistrat. C'est une profession libérale, indépendante, qui ne dépend pas du système exécutif. Mais à l'époque, c'était ça le cas. Parce que c'est un décret qui régissait l'ordre des avocats. Donc, l'ordre colonial que nous avons trouvé là-bas, et que je me suis retrouvé dans cette situation où il fallait dire non, monsieur le juge, vous n'avez pas le droit ni le pouvoir de me dire taisez-vous ou sortez de la salle, quoi. Oui. Et c'est là qu'il y a eu un incident très grave, parce que ça s'est terminé par ma suspension professionnelle. J'ai été suspendu pour avoir dit non, je ne sors pas, vous n'avez pas le droit. Mais ça fait un tollé. Un tollé. Ça fait un tollé parce que ça ne s'est jamais vu qu'un juge sanctionne un avocat dans la salle d'audience même, quoi.
juste parce que vous ne vous êtes pas entendu. Mais ça a eu du bien parce que les avocats se sont réveillés, se sont rebellés, se sont organisés pour dire non, jamais plus ça. Maintenant, on ne veut plus être régi par un décret administratif, il nous faut une loi. Et comme Dieu fait bien les choses, c'est mon patron de stage, Maître Doudou Ndoye, qui est devenu ministre de la Justice. Donc lui qui avait vécu cette histoire quand j'étais dans son cabinet. Donc ça a facilité beaucoup de choses quand il est devenu ministre de la Justice et qu'il a ouvert ses portes sur instruction, je veux dire, hein, du président Abdou Diouf. Je me rappelle, j'ai fait partie d'une délégation du Conseil de l'Ordre des avocats parce que j'ai également été membre du Conseil de l'Ordre des avocats. On avait été reçus par le président Abdou Diouf. Il y avait les bâtonniers, Maître Babacar Seye, il y avait Maître Valdiodio Ndiaye, Maître Fadilou Diop, les grands ténors. On s'est retrouvés dans le bureau d'Abdou Diouf. Et puis il a dit, écoutez, mon ministre de la Justice est un avocat comme vous. Je vous cède la salle du Conseil des ministres. Allez discuter là-bas jusqu'à ce que vous soyez tombés d'accord. Messieurs, bonne journée. Et puis il nous a laissés avec Doudou Ndoye, quoi. Et à l'issue d'une séance très intéressante, pour ne pas dire plus, bon, c'était le processus pour aboutir à la loi votée en 1984, maintenant, qui garantissait quoi, la protection de tous les avocats et qui disait que dorénavant, s'il y a un incident entre un avocat et un juge dans la salle d'audience, c'est l'ordre des avocats qui doit juger l'avocat, jamais plus le juge. Donc ça, c'était effectivement une grande victoire du barreau dans son ensemble, parce que ça a permis, ça nous a donné plus de protection, quoi, pour... Ah oui, et ça, c'est bon d'en savoir pour cette génération d'avocats et que l'acquis est tiré de cette bataille, de cette cause. Voilà. Et ensuite est venue maintenant cette idée de mieux nous organiser comme jeunes avocats. Oui. Et c'est là qu'il y avait une association qui s'appelle toujours l'Association des jeunes avocats sénégalais. Je crois que j'ai été élu président en 1987 pour 2 mandats de 2 ans, 87, 89, 91. Et durant cette période-là, on a fourni beaucoup d'efforts de divulguer, de vulgariser le droit à l'intérieur du Sénégal. Sortir de Dakar pour aller à Kolda, à Tambacounda, Kédougou, chaque mois une région. On a fait le tour de toutes les régions. On a visité toutes les prisons du Sénégal, femmes comme hommes. On plaidait gratuitement. Chaque fois qu'on arrivait quelque part, on va au tribunal. On plaidait pour tout le monde. Après, on faisait une conférence publique en langue locale pour parler des droits humains, c'est quoi la Constitution, c'est quoi la... Mais je me rappelle, par exemple, c'est assez marrant, parce que quand on a fait le tour juridique à Tambacounda, je devais faire une présentation, mais je ne comprends pas je ne voulais pas le faire en français. Il fallait quelqu'un qui puisse parler local. Et l'avocat qui m'avait assisté pour ça, c'est monsieur Maître Sidiki Kaba de Tambacounda, qui est devenu ministre, même Premier ministre, le dernier Premier ministre de monsieur Macky Sall. À l'époque, c'est lui qui nous servait d'interprète pour nous permettre de parler, d'interpréter, de traduire local. Et chaque fois, on allait en Casamance, il y avait Maître Landing Badji, qui était un local. Donc, donc nous, on faisait nos conférences publiques, hein, conférences où on invitait le gouverneur, le maire, la population, tout le monde dans la même salle. C'était très intéressant parce que on voyait que les populations se libéraient, quoi. On était là, les avocats sont là, alors qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens parlaient. Okay. On disait, bon, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Monsieur le maire, des trucs comme ça. Et voilà, on a fait comme ça.
c'était tellement intéressant que on a reçu une subvention qui nous est venue comme ça, là, 75 000 $ de la Fondation Ford à l'époque, parce qu'ils étaient tellement impressionnés par ce travail que nous, on avait fait sans financement. Au début, chacun se prend en charge. Hein. Tu payes. Au début, on était 7. Mais comme tu dis, à la fin, ça s'est retrouvé dans toute l'Afrique, quoi, fédération des jeunes avocats qui faisaient la même chose dans leurs pays respectifs. Et c'est une période cruciale, à mon avis, dans l'histoire de la démocratisation en Afrique, les années 87, 89, 90, 91. 90, c'était le discours de la Baule, non? On parle de démocratie. Voilà. Donc nous, on avait déjà pris l'avance en allant sur le terrain, parler dans une langue que les gens comprennent, parce que c'est bien facile de dire nul n'est censé ignorer la loi, mais il ne faut pas se leurrer, quoi. Si c'est une loi qui est écrite dans une langue qu'on ne maîtrise pas et que tout le monde ne parle pas, c'est trop de dire nul n'est censé ignorer la loi. Donc peut-être pour atténuer ce phénomène, nous sommes allés parler de loi sur le terrain avec les paysans, voilà, les droits de la terre. Et c'est comme ça qu'on procédait. Chaque fois qu'on va dans une région, on identifie. Qu'est-ce qui est intéressant? Quel sujet pourrait-on aborder qui peut intéresser les gens de cette région? Donc, on ne choisissait pas les sujets par hasard. Par exemple, quand on est allé en Casamance, il y avait le conflit, histoire de guerre en Casamance. Et nous avions analysé qu'une bonne partie de ce conflit provenait de problèmes fonciers. La terre, que des gens du Nord qu'on attribuait, qui descendaient, bon, on sait que ça avait créé des frustrations. Alors, le sujet qu'on a traité en Casamance, c'était droits de l'homme et droits fonciers. OK? Par exemple, on est allé à Rufisque, on a vu qu'il y avait des problèmes d'environnement, la côte, on a dit droits de l'homme et environnement. Et on a invité de grandes personnalités, par exemple, le monsieur de l'ENDA, Bounikour. Jacques Bounikour, il nous a fait une conférence sur droits de l'homme et environnement à Rufisque. Monsieur Kader Boy, qui était mon professeur à l'université, nous l'avions invité. Il nous a fait une conférence sur les droits de l'homme et les institutions judiciaires. Voilà quoi. À Pékin, on a fait droits de l'homme et immigration. À Pékin, parce que chaque fois, on essaie d'identifier, quoi. Et à Dakar, on a fait droits humains et technologie. Et ça a été animé par Samir Amin et Amadi Ali Dieng. De grands intellectuels. Et ça fait tache d'huile, quoi. Ça, je pense que... Parce que ça a été répercuté dans toute l'Afrique, de l'Ouest en tout cas. Et jusqu'à présent, voilà, ça a permis, comme l'a dit le bâtonnier dans le film, que maintenant, ce qu'on faisait gratuitement ou bien avec nos propres moyens, que maintenant, l'État finance ça. Il y a l'aide judiciaire qui est maintenant officialisée et que chaque citoyen a le droit d'accès à cette aide-là. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. C'était nous, l'aide judiciaire. Oui, tu vois? Mais ça, c'est très, très important et très pertinent. Vos actions citoyennes au niveau des régions, nos organisations de société civile devaient s'inspirer de cela au lieu de rester toujours à Dakar et sur des causes exclusivement politiques, tout en sachant qu'il y a des causes environnementales, il y a des causes foncières qu'il faut accompagner les populations. Maintenant, pour revenir à la deuxième partie du film, ce qu'on va appeler deuxième partie, surtout sur certains témoignages. J'ai vu la cour de Joe Wakam. Qu'est-ce que ça vous fait, le personnage mythique de Joe Wakam? Bon, Joe Wakam, c'est d'abord un ami, c'est un frère. C'est quelqu'un qui je pense, qui a beaucoup influé sur ma démarche d'artiste. Parce que je me rappelle qu'il m'avait déjà, quand j'étais à Dakar, qu'il m'avait mis en contact avec un professeur de dessin, monsieur, je crois qu'il s'appelle Sambou, c'est un peintre qui vivait au village des Arts et qui enseigne à l'école des Arts.
Donc, Jo, c'est une vieille histoire, quoi. Tu as vu ses rapports avec ma fille. Maître Bara Diokhane, votre film, à mon avis, a été projeté au Village des Arts, à Ngaparou, chez Bassirou Sarr. Et après la première étape du film, le premier volet, sur le plan judiciaire que vous avez évoqué, mais le deuxième volet, c'est la substance et culturelle. Oui, oui, parce que j'ai voulu faire ce film, c'est une sorte de rétrospective sur une cinquantaine d'années, un demi-siècle, sur l'histoire des droits humains et l'histoire de l'art au Sénégal. Bien sûr, on peut penser que c'est deux histoires différentes, mais j'ai la prétention d'être le lien entre ces deux histoires car ayant appartenu aux deux mondes du droit et de la culture. Et donc, pour moi, il y a forcément un lien, parce que cette formation juridique qui s'est développée en intérêt sur les droits humains, pour moi, devait nécessairement déboucher sur les droits culturels qui constituent une branche importante des droits humains. Bon, j'ai eu un vécu avec beaucoup d'artistes. Ça, c'est peut-être le hasard ou je ne sais pas, mais déjà dès l'université, je fréquentais, il m'arrivait d'aller voir des expositions au musée Dynamique. Et mon intérêt pour l'art a continué justement à cause de mes fréquentations avec des artistes à l'époque du Village des Arts qui était en ville, qui était un endroit vraiment très dynamique où se croisaient beaucoup de personnalités, beaucoup de disciplines différentes. Et c'est là-bas que j'ai déjà développé mon goût pour collectionner de l'art très tôt, parce que j'avais cet accès, ce privilège d'avoir cette proximité avec les artistes qui me proposaient leurs œuvres. Et j'étais peut-être à l'époque l'un des rares qui achetait très tôt. Et petit à petit, donc, j'ai développé non seulement cet intérêt pour l'art, mais un intérêt pour le droit de l'art, le droit des artistes, parce qu'on voyait que les artistes étaient vraiment les parents pauvres du service juridique dans ce pays. C'est-à-dire non seulement il y avait beaucoup, ils étaient souvent exploités, ils ne connaissaient pas leurs droits, mais il y a pire, parce que dans ce pays, je pense que jusqu'à présent, l'éducation en art est encore un peu faible, parce que quand je vois sur la VDN, je dépasse l'école des arts, ça fait mal au cœur, quoi. Oui. Quand on se dit, avec toute l'ambition qu'avait le Sénégal hein, pour développer l'éducation des arts, je vois un recul, quoi, qui est inquiétant. Oui. Un autre problème, c'est que, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, il y a un diplôme très important, c'est le Master of Fine Arts, maîtrise en beaux-arts. Et c'est le diplôme qui permet d'être directeur de musée, ou de galeriste, ou de critique d'art, ou même d'artiste. Je crois que un autre diplôme, c'est l'histoire de l'art. Voilà deux disciplines très importantes pour l'art et que malheureusement on ne trouve pas chez nous. Alors que ce sont ces filières qui produisent justement les penseurs de l'art, les critiques d'art, tu vois, et même des artistes qui connaissent l'histoire de l'art. C'est important, oui. Parce qu'on l'art comme activité humaine, on ne réinvente pas la roue, quoi. Tous les artistes se sont inspirés d'autres artistes. Donc c'est très important de connaître l'histoire de l'art. Et donc pour moi c'était très important pour nous, en tout cas c'est une proposition d'écrire notre histoire de l'art par nous-mêmes, quoi. Ouais. En tant que témoin et acteur. Ouais. Et c'est pourquoi dans le film, on a vu la cour à la rue Jules Ferry de Jo Wakam, hein, les expressions artistiques, les témoignages de Saoulou Cissé, architecte, réalisateur sur le musée Théodore Monod. Il y avait 26 000 pièces et au finish, il reste peu de pièces. Et le témoignage de la galeriste de 8F, de Cissé, et aussi les passages
de Billy Congoman, Billy, oui. qui a marqué vraiment Dakar Plateau avec ses assicots. Absolument. Moi-même, étant de Dakar Plateau, vous devinez que la musique de Billy Congoman a animé ma jeunesse, toute ma jeunesse. C'était la musique qu'on jouait quand on allait faire des matchs de Nawetan. Billy, c'était le chef d'orchestre des supporters. Il jouait 90 minutes, le dos tourné au match. Il ne regardait pas le match, il faisait que crier pour donner du son à l'équipe. Mais un grand artiste, malheureusement, qu'on n'a pas connu vraiment, mais je vois qu'après sa mort, sa musique revient. Les assicots, là, on n'entend plus, Inaleoulé, mais on ne sait pas d'où est l'origine. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de ramener Billy. Billy Congoman, je me rappelle, je l'avais mis en rapport sur un projet de Youssou N'Dour, son album. Il avait fait un album qui s'appelle New Africa. Il y a un morceau de Youssou N'Dour qui s'appelle Yakar. À la fin, les percussions, c'est Billy Congoman qui joue. Bon, c'était la première fois que je le mettais en rapport pour essayer de le faire jouer dans un orchestre. Et son apport a été très apprécié. On a vu aussi les témoignages de Youssou N'Dour, du cinéaste Ousmane William Bey, oui. Et aussi des films de Djibril Diop Mambéty, de Pouki, La petite vendeuse du soleil. Ouais. Et ensuite, des passages de Randy Wilson, de Spike Lee. Donc vraiment, c'est un film qui peut servir de... Parce que le lien de tout ça, c'est que ce sont des gens, je pense que la ligne directrice, c'est que ce sont tous des personnes avec qui j'ai eu à entretenir des rapports professionnels d'abord. J'ai été avocat conseil de Youssou, de Ben Diogaye Bey, de Katoucha Nyan, de Ousmane William Bey. Donc c'était, comme je disais au début, ma première intention c'était de rédiger des mémoires d'avocat. Et donc ce film, je l'ai juste tiré du manuscrit que je préparais pour écrire les mémoires. Donc c'est en quelque sorte une sorte de mémoire audiovisuelle, quoi. Hein, d'avocat qui revient sur des cas intéressants, qui avaient été médiatiquement bien couverts à l'époque et des cas qui, je pense, peuvent juste inspirer, quoi, et donner des repères dans la marche de l'histoire de l'art du Sénégal. Au Sénégal. Et l'émission tire à sa fin. Quel est votre dernier mot, des messages? Bon, une problématique que vous voulez soulever? Je suis juste très content d'avoir pu achever cette œuvre. Encore qu'une œuvre n'est jamais achevée, mais au moins avoir quelque chose à proposer à un public. J'ai eu cette chance la dernière fois d'avoir un public de qualité, exigeant, et j'espère qu'un plus grand public sénégalais, parce que c'est un produit sénégalais, par un Sénégalais qui parle de l'histoire du Sénégal. Et donc, je privilégie le public sénégalais pour ce film et j'espère qu'il répondra positivement. Voilà. Merci, Maître Bara Diokhane. On rappelle, il est avocat de profession. Il est aussi artiste peintre, collectionneur d'art et réalisateur de films. Et le film À mon avis sera projeté au cinéma Pathé en octobre 2024 et nous vous invitons à regarder ce film patrimoine qui est très riche, qui, à partir de ce film, effectivement, comme il a dit, on peut retracer l'histoire de l'art et il y a aussi une partie judiciaire. Nous vous remercions de votre attention, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes. Merci à l'équipe de réalisation. À la semaine prochaine.